bonjour à tous. Moi, j'avais envie de vous parler un peu de la typologie, on va dire, du, du générique au spécifique et de l'évolution. On en a un petit peu parlé ce matin, de la mixité, Jean Bocaveille en a parlé, ou de l'hybridité en architecture. Bon, voilà, j'avais envie de commencer par cette image parce que c'est une image un peu iconique qui est tirée du livre de Koulas, de Loma, New York Délire. Et parce qu'on va dire que ce livre marque une étape fondamentale. Il y a un avant et un après. Bien évidemment, nous sommes toujours les Monsieur Jourdain de quelque chose. Ça a toujours existé avant, mais ça n'a jamais été désigné. On n'a jamais véritablement donné de nom à cette mixité. Donc, on va dire, un peu comme la réhabilitation, à un moment donné, ce mot s'est mis à exister, alors que, bien évidemment, la transformation des bâtiments anciens a toujours existé. Mais il suffit de nommer, bien sûr, pour que la chose existe. Donc, on va dire qu'il y a un avant et après ce bâtiment, en tout cas la découverte de ce bâtiment par Rem Koolhaas. C'est un bâtiment qui s'appelle Downtown Athletic Club, qui a été fait dans les années 30, et qui n'a pas de qualité particulière. C'est vraiment un petit gratte-ciel de 35 étages, comme on en voit énormément à New York. Mais Koolhaas découvre dans la coupe qu'il y a à l'intérieur des bureaux, des salles de jeu, des salles de sport, une piscine, des restaurants et un hôtel à la fin. Et tout d'un coup, ce bâtiment qui est né dans les années 30 et qui fait suite au zoning de New York, parce qu'il y a eu la mise en place également d'un zoning urbain et programmatique à New York, tout d'un coup, les programmes rentrent à l'intérieur des bâtiments comme une sorte de fusée avec différents étages. Mais, comme je le disais, on est toujours les Monsieur Jourdain, et on va dire que sous Haussmann, ça existait déjà. Comment ? Oui, justement, mais cette mixité, on l'avait déjà sous Haussmann. C'est-à-dire que ce bâtiment à gauche peut être des bureaux ou des logements. Il n'y a pas, on va dire, de spécificité ou une typologie qui associe le dedans ou qui différencie le dedans et le dehors. Ça peut être des bureaux aujourd'hui et c'était sans doute des bureaux hier. Et ce qui est intéressant, donc c'est mon quartier, je le connais bien, c'est tout d'un coup l'affirmation d'une typologie qui apparaît. C'est-à-dire que la typologie bureau commence à s'affirmer progressivement et commence à se différencier de celle du logement. Progressivement, là s'y arrive, mais il n'est pas encore vraiment assumé. Et puis là, tout d'un coup, au mur, les choses, la structure, le matériau, l'acier, commencent à s'affirmer et génèrent la naissance d'une véritable type, d'une véritable typologie. Et puis ça, c'est mon bureau. Et pourquoi c'est intéressant, mon bureau ? Parce que là, on est dans l'entre-deux. On a le rez-de-chaussée, c'est le commerce. Premier, deuxième, c'est des bureaux. Troisième, quatrième, cinquième, ce sont des logements. Et il n'y a pas de différenciation dans les flux. On prend tous le même escalier et le même ascenseur. Sauf qu'il y a une adaptation de la coupe et de la façade. Parce que, on va avoir plus besoin de lumière pour un espace de travail que pour un habitat. Premièrement, on va avoir plus de hauteur sous plafond. Et puis, la structure, elle est différente. Vous voyez, ça, c'est le 3e étage. Ça, c'est le 2e étage. Donc, vous voyez qu'on a une structure de poteaux en fonte que l'on voit sur l'image de gauche, et qu'à l'étage supérieur, on revient à une structure traditionnelle de murs épais qui se reposent sur cette structure de fonte.
Donc une sorte d'inversion, on va dire de pré-pilotis par rapport à la charge. Le lourd est en haut et la flexibilité doit être en bas, puisqu'il s'agit d'un espace de travail. Et donc on arrive à la question du générique et du spécifique. Le haussmannien ou le bâtiment de New York tout à l'heure, c'est qu'à l'intérieur d'une même enveloppe qu'on a vue pour la tour de New York, eh bien, il y a une enveloppe générique qui ne distingue pas la piscine, la salle de sport, l'hôtel, etc. Donc il y a une sorte d'enveloppe qui vient réunifier l'ensemble des programmes qui est contenu par cette enveloppe générique qui pourrait accueillir n'importe quel type de programme. Et c'est un peu ce travail que l'on a fait ici, c'est un projet qui date un peu maintenant. Il est sur le boulevard Raspail et c'est un lycée hôtelier. Alors, un lycée hôtelier, c'est quoi? C'est plein de choses. C'est des cuisines, c'est des restaurants, c'est des hôtels, c'est une pension, c'est des salles de cours, c'est de l'administration, etc. Et la question, c'est la mode, la tendance, une des tendances assez fortes aujourd'hui, c'est de vouloir marquer en façade tout ce qui est contenu à l'intérieur. C'est-à-dire de renforcer un peu au stabilo, comme ça, de surligner les fonctions qui sont contenues à l'intérieur. Et nous, on a pris le contraire. On a dit, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de dire où se trouve le pensionnat par rapport à l'endroit où est localisé les salles de cours, etc. Et donc, c'est totalement l'inverse. C'est pour ça que je parle de générique. Là, on est véritablement dans une enveloppe générique. Donc, la difficulté du générique, c'est qu'il faut tramer, et il faut que cette trame puisse s'adapter à n'importe quel type de cloison. Parce qu'une salle de classe ou un bureau d'administration, c'est pas la même trame, c'est pas la même surface. Une salle de classe, de la même manière, ou une chambre à coucher pour un hôtel ou un pensionnat, c'est pas. Et donc il fallait qu'on trouve cette espèce d'adéquation entre le nombre d'or qui permettrait d'adapter, d'écrire toute la façade à partir d'un même chiffre, 1,07. 1,07 permet de faire porte, fenêtre, bureau, pensionnat, etc. Bon, c'était aussi un enjeu qui était intéressant, en dehors également de l'intérêt constructif, puisque tout est préfabriqué. Donc ce sont des peignes en béton. C'est un béton qui est blanc, qui est teinté avec de la poudre de pierre de Paris, et qui donne cet aspect aussi pierre. Et donc la façade, qui est porteuse, était placée à sec. Compte tenu du nombre d'avocats au mètre carré qu'il y a dans le secteur, il valait mieux avoir un chantier extrêmement discret. Donc voilà une petite coupe qui localise un peu l'ensemble des programmes. Donc restaurant, cuisine, médiathèque, salle de classe, pensionnat, hôtel, administration, salle de conférence. Et puis sa silhouette qui vient prendre sa place sur le boulevard Raspail. Bon, je ne vais pas passer sur les plans, mais c'est simplement pour vous montrer un peu le travail sur l'épaisseur et les programmes qui sont contenus. Voilà, donc aussi les différents programmes, donc une chambre d'hôtel, des halls, etc. Bon, je passe. Voilà, ça c'est un autre sujet que Paul connaît bien aussi, puisqu'il est l'urbaniste du secteur, c'est Boucicaut, c'est l'ancien hôpital Boucicaut. Donc là, on est sur un autre type de mixité, c'est commerce, hôpital de jour pour enfants handicapés, logement pour personnes âgées, donc une EHPAD, et des logements sociaux au-dessus. Ce qui n'est pas simple, parce que superposer une EHPAD et des logements sociaux, c'est complexe parce que simplement à cause des flux, des VMC, des arrivées d'eau, etc., qui fait que si j'ai sur un même plateau 30 chambres et au-dessus j'ai 4 appartements, il faut que toutes les gaines traversent les appartements. Donc là, c'est les deux plots qui se trouvent de part et d'autre.
Voilà, donc en plus c'est pour des personnes Alzheimer, donc il fallait donner une sorte de trajectoire circulaire pour qu'ils puissent marcher, on va dire, pas en permanence, mais que ça devienne une sorte de parcours infini. Donc on a simplement les chambres de part et d'autre, ici une cuisine et une salle à manger et un bureau. C'est très simple, ça c'est sur 2 niveaux. Et ensuite on se retrouve bien sûr avec des appartements plus typiques, plus courants. Mais vous voyez la difficulté, c'est qu'évidemment chaque chambre contient des gaines assez importantes qu'il faut évacuer par le bas quand il s'agit de fluide liquide ou par le haut quand il s'agit d'air. Donc à chaque fois, il faut les regrouper, les dévoyer, etc. C'est assez complexe parce qu'on n'a pas nécessairement la bonne hauteur sous plafond. Donc voilà quelques images, donc l'hôpital de jour, la résidence pour personnes âgées, les logements, et cet entre-deux que l'on a voulu, on va dire, le plot est divisé en deux à partir du 3e étage, je crois, et on retrouve un jardin de pleine terre, et tout d'un coup, on retrouve à partir du plot central, 2 plots latéraux qui sont des logements et qui sont réunis par un seul ascenseur. Donc quand on rentre chez soi et qu'on a l'ascenseur à droite et qu'on habite à gauche, eh bien on traverse aussi ce jardin qui devient aussi un lieu de convivialité, etc. Donc là on a 1 mètre de terre qui permet d'avoir des arbres aux tiges. Ah oui, voilà. Ça, c'est le dernière opération qu'on est en train qui est en train de passer dans les prix, là, Dieu merci. C'est très compliqué. Donc, c'est à Nantes. Le sujet était des bureaux sur 3 niveaux et des logements au-dessus et des petites maisons intermédiaires, genre un peu atelier, qui se trouvent dans la partie supérieure. C'est compliqué. C'est compliqué, je l'expliquais, parce que la structure, elle ne peut pas être la même. Une structure de logement, ce n'est pas une structure flexible des bureaux, ce n'est pas possible. Mais tout ça, c'est encore plus compliqué parce que les nouvelles normes antisismiques qui touchent aujourd'hui Nantes sont dignes du Pakistan. Moi, j'ai jamais entendu parler d'un tremblement de terre à Nantes, ça peut arriver un jour. Et donc, ça complique encore plus, parce que le poids est en haut et ça bouge en bas. Donc, nécessairement, ça renforce la structure, la dureté de ça lui enlève de la flexibilité, mais surtout, ça lui rajoute, comment dire, financièrement, c'est extrêmement pénalisant. Voilà, donc, alors après, c'est comment montrer ce générique et ce spécifique. Donc, vous avez vu sur les 2 projets précédents, nous n'avons pas tenu à montrer cette différence de programme à l'intérieur parce que je trouvais que c'était inutile. Il me paraissait plus intéressant de donner une unité à l'ensemble, que ce soit pour Raspail ou que ce soit pour Boucicaut. Là, on est dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on affirme l'aspect domestique des bureaux par le balcon filant qui sert simplement à aller fumer sa cigarette, c'est-à-dire avoir une relation simple, immédiate entre le dedans et le dehors, comme un balcon de maison. Donc on a renforcé l'aspect, on va dire, le lien domestique avec le bureau, et au contraire, on a voulu renforcer le côté mur-rideau du bureau pour les logements, avec ces grandes loggias qui sont fermées par des panneaux en verre coulissants et un espace intermédiaire entre les deux. Et ça, c'est la cour intérieure qui réunit l'ensemble avec le même matériau, mais qui est simplement différencié par un ordre horizontal et un ordre vertical. C'est le seul indice qui différencie les programmes. Voilà, donc je voulais juste terminer avec cette question. Demain, l'hybridité. Oui, parce que finalement, on s'aperçoit qu'avec Internet est en train de changer totalement les usages des lieux. Quel sens est-ce qu'on peut imaginer la bibliothèque de demain de la même manière qu'aujourd'hui, à partir du moment où les livres peuvent être consultables sur Internet, de la même manière. Donc je pense que c'est un vrai sujet également qui touche les universités. Vous avez lu récemment,
les articles dans Le Monde. Évidemment, même si la France est un peu à la traîne, aujourd'hui, c'est une évidence qu'une grande partie des cours vont pouvoir être suivis, vont être filmés et retransmis directement. De la même manière que le télétravail est aujourd'hui quelque chose qui va s'imposer de plus en plus, donc cette typologie qui existe aujourd'hui sur le cloisonnement ou l'open space, etc., commence déjà à être un peu dépassée, c'est-à-dire que de plus en plus, 20% des entreprises aujourd'hui ne donnent plus de bureaux, pas de bureaux fermés, de bureaux de table attribués nominalement. Donc c'est ceux qui arrivent ou c'est ceux qui ont besoin qui prennent possession de la table. Donc il y a de plus en plus d'espaces de travail informels. C'est ce qu'on appelle la googlisation de l'espace tertiaire. On travaille d'une manière, avec le Wi-Fi, d'une manière totalement différente. Donc c'est un vrai sujet qui intervient aujourd'hui notamment pour les gens qui vont réfléchir prochainement sur les programmes, parce que de la même manière que acheter est en train de changer, c'est-à-dire se déplacer. En fait, je pense que la question fondamentale, c'est le déplacement. On va se déplacer, pourquoi faire? Est-ce qu'on va aller à la mairie chercher un document, le remplir non. Là, on télécharge, on remplit et on l'envoie. Donc, il y a un certain nombre de fonctions qui vont considérablement influer sur la reprogrammation telle qu'on les connaît aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, donc, on va se déplacer pour plusieurs fonctions, pour plusieurs raisons. Et il faut, je pense, concentrer ces raisons. Le sport, la culture, etc., pour ne plus aller à la mairie ou ne plus aller à la bibliothèque, mais aller dans un complexe où on va trouver différents services. Alors, c'est marrant parce que je suis allé à Hambourg récemment et j'ai visité la philharmonique de Herzog, le chantier de Herzog de Mans. Et en revenant, j'ai pris le taxi et je suis passé par la philharmonique de Jean Nouvel, qui est également en chantier. Et je me dis, c'est vraiment drôle. Il y a en France encore cet ancrage, cette tradition qui fait d'un objet culturel le monument. Un objet culturel, c'est forcément un monument qui doit être montré, développé architecturalement et exprimé comme un monument, monofonctionnel. Dans le cas de Herzog et de Meuron, en fait, ce que l'on voit, c'est pas du tout la philharmonique de l'extérieur. Ce que l'on voit, c'est un hôtel. On voit que des chambres d'hôtel. La philharmonique est au centre, dans le cœur de cette épaisseur, mais on ne le voit pas réellement. Mais finalement, ce qui est suggéré est beaucoup plus fort, c'est-à-dire que ce que l'on voit est la philharmonique, alors que ce que l'on voit réellement, ce sont des chambres d'hôtel. Et c'est là où c'est fort, finalement. C'est-à-dire que, finalement, ce qui est important, c'est l'agglomérat, ce qu'on agglomère, ce que l'on met ensemble. Et finalement, même si on met beaucoup de choses ensemble, en réalité, la fonction est plus forte. C'est-à-dire l'identification sera toujours la philharmonique. Peut-être que, en même temps, ils se concurrencent au niveau des prix. Je crois que c'est un peu la course à l'échalote entre le projet d'Herzog et de Meuron et celui de Nouvel au niveau du coût. Donc voilà, donc je me questionne un peu sur le devenir de ça. Donc finalement, peut-être qu'il y a quelque chose à inventer aujourd'hui qui serait peut-être ce qu'appelle Coulas. Coulas utilise deux mots, l'hyperbuilding ou le bigness, c'est-à-dire avoir un bâtiment d'une taille critique suffisante pour qu'elle soit véritablement une pièce urbaine et non plus un bâtiment. Voilà. Merci Xavier Gonzalez. Juste une question, qu'est-ce que ce serait que la googlisation du logement, puisqu'il y a la googlisation de l'espace tertiaire? Je pense que la googlisation du logement serait un espace, j'allais dire, décloisonné. Vous savez, moi j'ai vécu pendant un an au Japon, j'ai travaillé chez Tadano Ando. Donc moi, ce qui m'a toujours impressionné dans l'espace traditionnel japonais, c'est qu'il n'est pas attribué. C'est-à-dire que si on met un futon, ça devient une chambre. Si on roule le futon, ça devient un séjour. C'est le meuble qui génère la fonction, et pas sa dimension. Tout est tramé, tatami, carré, machin.
Et je pense que ce logement-là serait un logement générique, c'est-à-dire une non-attribution spécifique des pièces, c'est-à-dire une neutralisation de ce que le logement a spécifique. Évidemment, la salle de bain, c'est autre chose, mais pas nécessairement les autres pièces. Une forme de nomadisme, puisque c'est ça, la googlisation de l'espace tertiaire, c'est une forme de nomadisme de l'espace. C'est-à-dire on se déplace à l'intérieur d'un lieu, on va jouer au baby-foot, on revient, on rentre au travail, on s'affale sur un pouf, voilà, on va manger un fruit. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un esprit libre et créatif.